Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce podcast, votre rendez-vous qui passe en revue l'actualité africaine du moment. Au menu ce jour, perspective pour la CEDEAO et les États de l'AES après la levée des sanctions contre le Mali, la Guinée et le Niger. Point de la situation politique en Guinée avec la nomination de Amadou Ouriba comme nouveau Premier ministre. Avec moi ce jour pour décrypter cette actualité, on a Arnaud Goï. Arnaud est diplômé en droit et en management, consultant pour de nombreux organismes et chaînes de télévision. Membre de bureau politique d'un parti pendant 10 ans, il quitte ses fonctions en 2020 pour fonder la Garde citoyenne, organisation prônant l'engagement citoyen. Il est l'auteur de nombreuses chroniques parues dans des magazines africains et français et initiateur de projets à impact, notamment l'Université citoyenne, le Salon de la démocratie ou encore la Charte ivoirienne pour la responsabilisation politique de la jeunesse. Merci Arnaud d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ensuite, on a Baptiste Heinz. Baptiste est né à Strasbourg en Alsace. Il y suit des études de droit, d'anthropologie, puis de sciences politiques, en parallèle d'un engagement politique qui débutera dès le lycée, dans les manifestations de la préélection présidentielle française de 2002. Il prend des responsabilités dans les syndicats et organisations politiques de jeunesse jusqu'à être élu conseiller municipal socialiste. Une première fois en 2008, il participe activement à la présidentielle de 2012, puis est réélu conseiller municipal en 2014. En 2016, il s'installe à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il travaille comme collaborateur politique d'un ministre ivoirien pendant 5 ans. Il quitte le cabinet ministériel en 2021, suite à son élection au mandat de conseiller des Français de l'étranger au Conseil consulaire de Côte d'Ivoire et du Libéria. Il est élu quelques mois plus tard à l'Assemblée des Français de l'étranger et fonde la même année 2 entreprises en Côte d'Ivoire ainsi que le réseau cosmopolitain, en commençant par sa section abidjanaise, le club Paris-Babi. Bonsoir Baptiste et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, on va attaquer le sujet 1, au sujet des perspectives pour la CEDEAO et les États de l'AES après la levée des sanctions contre le Mali, la Guinée et le Niger. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est réunie en session extraordinaire le 24 février 2024 à Abuja, au Nigeria. Le communiqué final publié à l'issue de cette session renseigne sur les principales décisions dont l'une des plus marquantes est la levée de sanctions prises à l'encontre des pays en transition dans la région, que sont le Mali, la Guinée et le Niger. Qu'est-ce qui explique un revirement de cette importance au niveau de l'instance ouest-africaine? On va commencer peut-être par Arnaud, qui va revenir un peu plus sur la situation qui prévaut au niveau de la CEDEAO. Alors très clairement, je pense que la CEDEAO a fait preuve de réalisme dans un premier temps, parce que on se rappelle que au niveau du coup d'État du Niger, la CEDEAO a été très très ferme, en brandissant même une menace enfin en brandissant même la menace de d'invasion et d'intervention militaire, parce que on assistait à 3, 4 coups d'État dans la sous-région en l'espace d'1, 2 années. Donc la CEDEAO s'est montrée beaucoup plus ferme avec le Niger qu'avec les autres pays d'ailleurs. Le retour de Bazoum au pouvoir, sa libération, etc., étaient des conditions sine qua non. Mais finalement, la situation s'enlise, la volonté de création de l'AES et de sortie de la CEDEAO est passée par là, et finalement la CEDEAO s'est résignée à détendre l'atmosphère et à lever les sanctions. Comme tu le disais ou comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont principalement les sanctions contre le Mali, le Niger et la Guinée, parce que le Burkina Faso, qui lui aussi a subi un coup d'État, n'a subi que des sanctions très légères. Hormis le fait que le Burkina ne soit pas membre de la conférence des chefs d'État et de toutes les instances de décision de la CEDEAO, il y a peu, par exemple, de sanctions à l'égard du Burkina plutôt que des autres États. Donc, ça va dans le sens de décrisper l'atmosphère. Je m'interroge en revanche pour savoir si cela va effectivement avoir un impact au niveau de l'amélioration des relations entre les dirigeants des chefs d'État de ces 3 pays et de la CEDEAO.
Très bien, merci pour cette analyse, Baptiste. Que penses-tu justement de ce revirement hein, de l'organisation sous-régionale qui était partie plutôt dans un mode assez dur hein, dans le temps, notamment avec le Niger, et qui revient sur ses décisions? Je pense que, comme a dit Arnaud, les mots, c'est bon. Il y a effectivement un coup de braquet qui est mis dans la stratégie des 6 derniers mois, un peu plus même de la CEDEAO, et je pense que c'est plutôt une preuve de réalisme par rapport en fait à la situation qui prévaut globalement, parce que effectivement, comme tu l'as dit, c'est le Niger en fait, même lui était un peu abasourdi de l'enchaînement de sanctions qui n'étaient pas forcément venue de manière aussi étalée et qui avait peut-être être semblé plus douce pour les autres pays. Je pense que sur le coup, il y avait eu une réaction à ce moment-là de la part des chefs d'État de la CEDEAO, d'une peur de contagion des coups d'État, et cette peur, elle est toujours un peu présente à l'esprit. Mais voilà, je pense que c'était surtout une réaction de ce côté-là, un peu pour signifier une sorte de volonté de mettre un coup d'arrêt à ces renversements institutionnels. Aujourd'hui, le retour, en fait, la levée de ces sanctions, et notamment, et je pense que le plus important, c'est que évidemment, il y a une dimension économique, parce qu'on l'a beaucoup décrié, le fait que dans les sanctions, c'est pas les chefs des juntes qui sont le plus affectés, ce sont les populations. Et en plus, pour le dire un peu sur le ton d'une mauvaise plaisanterie, c'est que les chefs des juntes, c'est des militaires. Eux, l'économie, ils y connaissent pas grand-chose. Et finalement, les militaires ont cet état d'esprit d'assumer des souffrances collectives à partir du moment où ils ont pris une décision. Donc quelque part, c'était des dirigeants qui, comme ils ne se présentent pas manifestement aux élections et pas pour un petit moment, le fait que leur population subisse et que le régime économique, que l'ambiance économique se détériore, n'est pas le levier sur lequel on peut le plus appuyer. En tout cas, c'est pas le levier sur lequel eux ils sont le plus sensibles. Donc du coup, effectivement, les populations subissaient des restrictions, et derrière cela, il y avait un glissement qui pouvait faire en sorte que les populations aient des conditions qui se détériorent. Donc déjà pour les populations, en vérité, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que politiquement derrière, c'est que on est à une situation où, au-delà de parler de l'organisation CEDEAO ou UEMOA, parce que vous avez remarqué quand même de manière un peu cocasse que les pays ont annoncé leur volonté de sortir de la CEDEAO, mais ils n'ont pas parlé de l'UEMOA. Bon, certainement que ça serait venu ensuite, hein, je pense par ailleurs. Hein, c'est pas, je pense pas que ça aurait été quelque chose qui aurait été très long non plus. Mais surtout, c'est que dans l'espace ouest africain, ce à quoi ça aurait abouti, c'est définitivement la perte de contact et la perte de dialogue. Et je pense que dans le cas de figure actuel, que ce soit au niveau mondial, on voit l'augmentation des tensions un peu partout sur la planète. Eh bien, il y a, comme on le disait avant, il y a une sorte de réalisme de se dire on ne peut pas totalement se fâcher avec ses voisins, et en tout cas, on ne peut pas complètement couper le lien. Il faut qu'on continue d'avoir un espace de dialogue, et finalement, c'est ça aussi la CEDEAO, c'est-à-dire que c'est ce lieu où on se rencontre entre chefs d'État. On peut avoir des fâcheries, on peut avoir des grosses divergences d'opinion, mais au moins d'avoir cet espace où on peut dialoguer, eh bien, je pense que c'est plutôt un point positif. À mon avis, dans la dernière séquence, si c'est monté en tension entre ces différents pays, notamment des propos où parfois ça peut se reporter même sur des mouvements xénophobes dans les pays, et bien finalement, en reprenant le dialogue, et bien en fait on peut faire baisser aussi cette pression. Et je pense que ça c'est le point positif, c'est que pour l'espace ouest africain, et bien effectivement la CEDEAO s'est dit bon, il faut à un moment donné qu'on se dise que le plus important c'est de rester les uns les autres en dialogue. Je crois pas que ça aurait été un échec ou une difficulté pour la CEDEAO que les 3 pays de l'Alliance du Sahel sortent de la CEDEAO. En vérité, c'est 8% du PIB. Enfin voilà, c'est pas l'espace le plus influent, mais ça compte politiquement. Ce sont des pays qui sont vastes, et ne faire qu'une alliance des pays côtiers et ne plus se soucier de ce qui se passe à l'intérieur du continent, eh bien forcément à un moment donné, ça déséquilibre la société, ça déséquilibre l'économie du sous-continent. Donc il est à un moment donné pragmatique, il est réaliste de continuer de maintenir la ligne, de continuer de maintenir le dialogue, le contact entre ces pays. Et du coup, je pense que la CEDEAO
finalement, le braquet qu'elle prend, le virage qu'elle prend aujourd'hui, c'est dire bon, il faut reprendre le chemin de la discussion. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Les discussions vont être difficiles parce que je pense que les juntes, c'est pas parce que les sanctions sont levées qu'elles vont revenir dans de bonnes dispositions pour autant. Je pense qu'elles attendent. Je pense que au-delà des chefs militaires qui dirigent ces pays, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnaires, d'agents de l'État dans ces trois pays, le Burkina, le Niger comme le Mali, qui sont contents finalement de cette reprise de dialogue parce qu'ils savent que derrière, ça veut dire qu'il y a des choses, des coopérations, des contacts qui vont pouvoir reconstruire, reprendre, et ça pour le mieux de leur propre population, puisque moi je continue de croire que derrière les fonctionnaires, il y en a quand même beaucoup qui sont des gens engagés pour le bien de leur pays. Donc du coup, ce dialogue-là, même si à mon avis les chefs militaires vont dans un premier temps, certainement, on verra dans les narratifs, ils vont essayer de faire passer ça pour une victoire militaire, etc. Bon, on les connaît maintenant, nos amis Goïta, Tchani et Traoré. Ils font feu de tout bois. La plus petite des histoires, finalement, ils en font une affaire politique pour essayer de renforcer leur légitimité, puisque quelque part, leur légitimité reste fragile même dans leur pays. Donc évidemment qu'on va passer, à mon avis, par une séquence un peu triomphaliste sur quelques temps, mais bon, c'est pas grave, je pense à la limite, ça fait partie du jeu. Mais derrière, ce qui va être important, c'est que effectivement, ils se disent tiens, bon, on recommence à prendre le dialogue et on va commencer à redialoguer entre nous, parce que les difficultés auxquelles sont confrontés ces trois pays, au-delà donc des problématiques géopolitiques, de nouvelles alliances avec des pays comme des pays non démocratiques, comme la Russie, comme d'autres. La Russie, elle a prouvé la manière dont elle traite ses opposants que c'est pas un allié démocratique, c'est certain. Mais au-delà de ça, il y a des problématiques concrètes, celles des mouvements djihadistes et séparatistes, notamment dans les trois frontières et au-delà. Ces pays, en faisant l'alliance des États du Sahel, savaient qu'au fond d'eux, que individuellement, chacun dans son coin ne peut pas traiter ce problème, mais que même à trois, ils ne peuvent pas traiter le problème. Et que même avec des alliances hypothétiques qu'ils essaient de construire avec des pays lointains qui sont aujourd'hui dans d'autres problématiques, ça ne réglera pas le problème. L'augmentation des morts, des attaques, c'est une réalité statistique. La situation ne s'améliore pas, elle s'aggrave quand elle ne stagne pas. Ils savent que finalement, c'est les pays autres du sous-continent qui sont les meilleurs alliés pour traiter ensemble cette problématique-là. Donc je pense que la CEDEAO fait preuve de réalisme. Je pense qu'on aura une toute petite séquence, un peu de narrative triomphaliste de la part des États du Sahel pour essayer de faire passer ça pour une immense victoire. Ils auront gagné un bras de fer, etc., etc. Je pense qu'il faut laisser passer ça et il faut espérer qu'ensuite tout le monde se remette effectivement à la table des discussions et qu'on traite les problèmes les uns après les autres, les problèmes de sécurité, les problèmes les problèmes sociaux des populations et les problèmes effectivement qui restent un peu le point de discorde qu'il va quand même falloir aborder. Eh bien, ce sont des gens qui sont arrivés par des coups d'État. Quel est le calendrier de la remise en place des institutions démocratiques dans ces trois pays? Mais je pense qu'on y arrivera mieux par le dialogue que en se bloquant les uns les autres et en se faisant, en boudant les uns les autres et en se tournant le dos. Très bien, mais merci Baptiste. Donc, ce que je perçois de ces premières interventions, c'est que c'est pas un échec comme d'autres ont pu le mentionner, parce que les analyses divergent beaucoup sur cette question, mais beaucoup de personnes ont émis l'idée selon laquelle c'est un échec cuisant de la CEDEAO. D'autres ont même appelé au fait que la CEDEAO arrête en fait ses activités, ont signé un peu son arrêt de mort. Alors vous êtes plutôt dans la nuance de ce que je comprends bien, Arnaud. Oui, oui. Pour moi, c'est pas vraiment un échec de la CEDEAO. Je pense que déjà en termes de sanctions, comme le disait Baptiste, la CEDEAO et d'autres organisations également d'ailleurs ont encore du mal à trouver la bonne formule de sanctions qui affecterait durablement les juntes au pouvoir sans pour autant toucher économiquement et mettre à mal la vie au quotidien des populations qui, elles, parfois, ou dans la plupart des cas, n'ont rien demandé. Donc, je pense que c'est une longue histoire, là, les sanctions au niveau de la CEDEAO. C'est une longue histoire et l'histoire de la CEDEAO montre justement que les sanctions n'ont pas toujours été efficaces. En revanche, je pense que la CEDEAO doit quand même se remettre en cause. La critique peut-être majeure pour moi qu'on peut faire à la CEDEAO, c'est que
les désirs ou les options prises souvent par les chefs d'État contrastent avec les volontés des populations. Parce que il faut être clair, hein, pour ce qui concerne le Mali, le Niger, le Mali et le Burkina, déjà, le coup d'État au Niger, il est récent. Et lorsqu'il y a eu des sanctions contre le Mali, lorsqu'il y a eu des sanctions contre le Burkina Faso, le Niger a participé aux sanctions. Donc, il faut pas faire croire que la CEDEAO, c'est un groupe d'États côtiers et que les États du Sahel sont exonérés de tout le passif ou l'actif de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est l'ensemble des États et les décisions sont prises à l'unanimité. Je crois que ce qu'on peut critiquer en revanche, c'est les positions des chefs d'État, parce que au sein de la CEDEAO, la conférence des chefs d'État est totalement tout puissante. Elle est vraiment tout puissante. Or, les chefs d'État qui composent cette organisation sont souvent en mal de légitimité, sont pour certains en mal de légalité, et leur désir ou leur volonté ne coïncide pas toujours avec les populations qu'elles sont censées représenter. Et je crois qu'il faut arriver dans les réformes de la CEDEAO à avoir une institution qui représenterait suffisamment les populations et les aspirations, quitte à être original dans la formule, que ce soit une assemblée qui va rassembler, que ce soit des associations, des parlementaires, de la société civile, je sais pas moi, mais en tout cas, trouver la formule pour que les aspirations véritablement des populations soient entendues. Parce que même jusqu'à présent, on parle du Mali, on parle du Niger, on parle du Burkina Faso. Est-ce qu'on a un outil pour mesurer le degré d'adhésion des populations nigériennes, burkinabées ou maliennes aux politiques de leur pays? Quand vous prenez la sortie de la CEDEAO, moi, j'étais au Burkina, je reviens du Burkina il y a à peine une dizaine de jours. Et quand je discutais avec certains disent, bon, samedi, on boit de l'eau. De l'eau, c'est une boisson locale. Samedi soir, on est en train de boire de l'eau. Dimanche matin, on nous dit qu'on n'est plus dans la CEDEAO. Donc, quel est le degré d'adhésion de la population? Certains, forcément, sont pour, d'autres sont contre. Mais comme le disait Baptiste, ce ne sont pas forcément des régimes qui sont venus par des élections. Donc, c'est difficile de mesurer l'adhésion populaire. Et je pense que la CEDEAO, en général, manque de ça. C'est que les décisions sont prises par un club de chefs d'État, c'est finalement devenu un club de chefs d'État, et les décisions qui sont prises sont en fonction des intérêts, pas forcément des États ou des populations, mais de l'appréciation qui parfois est très subjective de ces différents chefs d'État. Donc pour moi, la CEDEAO n'est pas forcément un échec parce que il y a ce volet politique là, mais il faut voir tous les autres volets au niveau éducatif, au niveau de la circulation des biens et des personnes. La CEDEAO fonctionne beaucoup mieux en tout cas que la CEMAC par exemple. Donc non, globalement la CEDEAO n'est pas un échec, mais il y a un challenge, notamment au niveau de la gouvernance politique. Il devait avoir une révision de ce qu'on appelle la constitution de la CEDEAO, qui est la charte relative à la démocratie, etc. Mais il y a eu beaucoup d'entraves, notamment par rapport à la limitation des mandats, etc. La CEDEAO, justement, a du mal sur ces différentes questions. Donc, je pense que si ces questions d'ordre politique sont réglées, si les aspirations populaires sont suffisamment ou mieux représentées, ou mieux entendues, ou plus audibles au sein de la CEDEAO, on aurait franchi un palier intéressant. Très bien, merci Arnaud. On va entrer à présent dans le détail des décisions. Pour la Guinée, ce sont les sanctions économiques et financières qui ont été levées, donc gel des avoirs financiers des dirigeants et leur interdiction de voyage notamment. Pour ce qui est du Mali, la CEDEAO a levé les restrictions imposées au recrutement de ses citoyens à des postes professionnels au sein des institutions de la CEDEAO. Le Niger semble être celui des 3 États ayant le plus bénéficié de ces récentes mesures, avec la réouverture des frontières et de l'espace aérien, l'autorisation des transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger, et le dégel des avoirs de l'État nigérien. Est-ce que pour vous, ces mesures sont de nature à convaincre justement Niger, Mali et Burkina, qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, qui ont déjà annoncé leur sortie de la CEDEAO, de faire volte-face? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est possible, Baptiste? Ouais, je pense que c'est complètement possible parce que l'AES, pour l'instant, c'est juste un bout de papier qu'ils ont signé à 3. Concrètement, ça n'existe pas, l'AES. On est sur quand même des modes de pouvoir qui sont à chaque fois des déclarations, parfois peut-être des déclarations même un peu à l'emporte-pièce. Donc voilà, donc ce sont des gens qui
malheureusement, il donne pas forcément la sensation d'avoir toujours une ligne de conduite très cohérente du début à la fin. Donc c'était des coups de bravage, des coups de menton, en les tirant en fait, en leur retirant certaines épines du pied, parce qu'en gros, en faisant ça, on évite aussi que ces États s'effondrent. Quand on parle du Niger, le fait de réouvrir un peu, de donner un peu de l'air de nouveau au Niger, c'est pour faire en sorte que le Niger ne s'effondre pas, parce que le mettre sous des pressions trop fortes, on prenait quand même le risque à un moment ou à un autre que l'État s'effondre, et ça, personne n'y a intérêt. Donc, comme je le disais avant, est-ce qu'ils vont revenir à la table? Je pense que ça va pas être facile parce que il y a un peu de fâcherie, il faut pas se mentir. Les relations étaient plus que tendues, il y a des mots qui ont été échangés. On sait dans les services de sécurité des uns et des autres qu'il y a des petites tentatives aussi qui ont été menées de déstabilisation. En Côte d'Ivoire, on l'a bien vu pendant la CAN aussi, des petites tentatives de créer du trouble, de créer de la peur, voilà, de déformer l'information. On est sur un champ de guerre informationnel qui reste quand même relativement assez fort. Où on se balance beaucoup de fake news dans tous les sens. Alors aujourd'hui, c'est plutôt aussi le Sénégal qui est le point de fragilité de ce point de vue-là. Donc bon, ils sont un peu. Il faut espérer qu'ils soient pas rancuniers trop. Il faut espérer qu'ils ne soient pas dans un objectif complètement aligné avec des puissances étrangères. La Russie pour la nommer, mais il n'y a pas que elle. Il y a d'autres puissances aussi qui essayent de tirer leur épingle du jeu. On a vu une mission diplomatique de l'Iran il y a quelques mois. Voilà, c'est des pays qui commencent à jouer leur jeu. Voilà, il faut que dans ce cas de figure-là, les dirigeants de ces juntes se disent aux côtés de leur peuple. Donc, espérons qu'ils disent vrai. Ou en tout cas, il faut les prendre en mot pour dire, voilà, l'intérêt des peuples et des populations, c'est de reprendre le chemin du dialogue tous ensemble. Et pour rebondir sur ce que disait Arnaud, je pense qu'il a totalement raison quand il dit que finalement, c'est vrai que c'est un coup de braquet stratégique. C'est en gros, c'est pas l'échec de la CEDEAO, c'est en gros les mecs admettent que les décisions stratégiques, les orientations stratégiques des 6 derniers mois, bon, manifestement, ça marche pas trop. Voilà, c'est pas un échec, mais ça ne marche pas. Donc, faut penser à autre chose. Maintenant, comme il l'a dit, il y a un moment donné, c'est le moment pour la CEDEAO aussi de dire, tiens, est-ce que c'est pas le moment de passer à une nouvelle étape? Alors, évidemment que ce serait un peu une nouvelle fois aussi une façon de tenter, de tester, mais si c'est un club de chefs d'État, peut-être qu'il faudrait envisager à terme d'avoir un parlement de la CEDEAO qui soit pas juste des délégations des différents parlements des pays, mais un peu comme sur le modèle du Parlement européen, une élection où tous les pays de la CEDEAO, tous les citoyens de la CEDEAO votent en même temps pour des députés à un parlement ouest africain. Et là, peut-être qu'on commencerait à avoir en plus à avoir une représentation démocratique qui renforcerait cette CEDEAO, et peut-être même que dans ce cas de figure, eh bien, les pays du Sahel, les 3 pays du Sahel, ont manifestement des problèmes avec l'opposition. Ça permettrait d'avoir quand même des représentants de tout l'arc politique de chacun de ces pays-là, et donc de maintenir un dialogue avec l'entièreté du pays, et pas simplement juste avec des putschistes qui disent être représentatifs du peuple, et dont au final, on n'en sait strictement rien. On ne sait pas dans quelle mesure ils le sont, dans quelle mesure ils le sont pas. C'est vrai dans les deux sens. On peut pas dire qu'ils ne le soient pas, mais on peut pas dire qu'ils le sont non plus. Donc, on est dans cette alchimie-là, où on a des chefs d'État, des chefs de junte, des chefs d'État de fait face à nous. Ils ont voulu s'enfermer, ils ont voulu tenir tête. La CEDEAO rouvre la porte, retend la main, rouvre la porte du dialogue. Je pense que autour d'eux, dans l'État, dans les grands fonctionnaires, dans les personnalités qui ont de l'influence dans ces pays-là, dans les grands intellectuels, je pense que beaucoup vont leur conseiller de saisir cette occasion. Maintenant, est-ce que eux, ils vont se braquer, se bloquer? Ça, on le verra. Mais je pense que s'ils se bloquent cette fois-ci, le problème sera vraiment de leur côté. Et là, ça risque de poser d'autres types de conséquences. Très bien, merci Baptiste. Arnaud, pour rebondir sur la question. Allô Emmanuel, tu es avec nous? Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Parfait. Oui. Du coup, Arnaud, voilà. Est-ce que pour rebondir en fait sur la même thématique, est-ce que ces mesures sont de nature à convaincre le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui ont déjà annoncé leur sortie de la CEDEAO de faire volte-face, ou au contraire de Baptiste, tu penses que
Non, C'est quelque non, chose qui n'est pas possible. de faire volte-face, non. Déjà, dans un premier temps, je pense que ça mettrait, euh, enfin, la levée de ces sanctions-là responsabilise les différents chefs d'État, chefs de jeunes de ces différents États, parce que avant, on pouvait se cacher derrière l'argument des sanctions de la CEDEAO pour justifier les difficultés économiques que vivent les populations de ces différents États. Mais là, avec la levée des sanctions, les États sont et les chefs d'État sont mis face à leurs différentes responsabilités et ne pourront pas utiliser cet argument. Est-ce qu'ils feront volte-face? Je pense pas, parce que récemment, comme je vous le disais, quand j'étais par exemple au Burkina, vous vous rendrez compte que à tous les grands carrefours du Burkina, vous avez 4 drapeaux. Vous avez les 3 drapeaux des États de l'AES, donc du Niger, du Mali et de, du Burkina, et puis à côté, vous avez le drapeau russe. Très clairement, vous avez le drapeau russe en plein, à quasiment tous les carrefours de Ouagadougou. Donc, c'est pour dire que ces différents États sont vraiment engagés sur cette voie. Et puis, ces différentes puissances-là se positionnent. Voilà, ces différentes puissances-là se positionnent. La Russie, l'Iran et d'autres pays, la Turquie, etc. Ces différents États-là sont en train de se positionner et je pense pas que les dirigeants actuels feront volte-face simplement parce que les sanctions ont été levées. Je pense que en revanche, ce qui pourrait adoucir les différentes positions, c'est la volonté véritable populaire ou bien des éventuels changements à la tête des différents États. Ces deux actions prises isolément pourraient avoir une incidence sur la masse. Sinon, je vois très mal Assimi Goïta ou IB aujourd'hui faire volte-face. Au contraire, ils envisagent même s'attaquer à d'autres symboles de ce qu'ils considèrent comme étant le néocolonialisme. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est parti pour faire volte-face. En revanche, ce que je pense concrètement par rapport à la sortie de la CEDEAO, c'est est-ce qu'elle était véritablement effective? Parce que on sait très bien que les tests de la CEDEAO imposent que la sortie soit subordonnée à une année une année, voilà, avant de pouvoir sortir une année qui est consécutive à la demande de retrait, donc à la dénonciation du traité. Et ces 3 États-là ont dit qu'eux n'ont rien à faire de cette année et que la sortie était immédiate. Mais lorsque vous vous rendez dans ces différents États, vous vous rendez compte que ces États n'ont pas encore véritablement pris les mesures. Parce que lorsqu'on dit sortie immédiate, ça veut dire que l'État a pris un certain nombre de mesures qu'ils ont adressées à la police, à la douane, aux différents services pour que tout ce qui était bénéfice ou pas, qui est lié en tout cas à la CEDEAO, soit annulé et que au niveau du traitement, par exemple, des citoyens de la CEDEAO, que les traitements soient différents. Parce que la libre circulation est une conséquence justement de la présence ou du fait d'être membre de la CEDEAO. Donc, ils l'ont certes annoncé, mais je pense que dans l'effectivité, on n'en était pas encore là. C'était plutôt politique parce que ils ne voulaient plus avoir à subir et les sanctions et les demandes de calendrier électoral, etc. Mais dans la pratique et dans le quotidien des populations, pas grand-chose ne semble avoir changé au niveau de ces différents États. En tout cas, pour ce qui est du Burkina que je connais plutôt bien. Très bien, merci Arnaud. Et effectivement, on se rend encore compte hein, de quelques crispations qui persistent. Un exemple évocateur, hein, c'est celui du maintien par le Niger de la fermeture de sa frontière avec le Bénin. Est-ce un message au Bénin en particulier ou à l'ensemble de la CEDEAO? C'est une question que l'on peut se poser. Donc au final, comment est-ce qu'on peut entrevoir les rapports futurs entre les États de la région? Quelles articulations entre CEDEAO, AES, UEMOA, etc. Arnaud, tu évoquais tout à l'heure hein, le sujet, peut-être le sujet monétaire, hein, et notamment la question du franc CFA, parce que tu parlais tout à l'heure de symboles auxquels les jeunes souhaitaient s'attaquer. Le franc CFA est un symbole. Donc, comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir au niveau de ces organisations sous-régionales et des rapports de force finalement entre ces différents pays? Arnaud.
Oui, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de volonté populaire, cette sortie ne va pas vraiment prospérer parce que, vous savez, lorsque à l'intérieur du pays, vous organisez des différents États, vous organisez des débats, vous conviez des intellectuels, vous commandez une étude sur les impacts, sur les enjeux de la sortie de la CEDEAO, qu'il y a une réelle adhésion populaire à l'action, cela légitime davantage l'action et cela fait que même au-delà du régime, de la présence du régime au pouvoir, ben, c'est une volonté populaire, c'est une décision véritablement des citoyens de ne plus intégrer, de ne plus être membre de la CEDEAO. On a vu avec le Brexit en Grande-Bretagne et même avec le Premier ministre d'alors qui lui était opposé au Brexit. Euh, quand la population a voulu vraiment sortir de l'Union européenne, ben après finalement ça lui a coûté son poste, il a dû démissionner parce qu'il n'était pas en phase. Donc ce que je veux dire c'est que tant que ces décisions ne vont pas s'adosser sur une véritable volonté populaire, pour moi, ce sera difficile que ces décisions survivent au départ de ces différentes autorités du pouvoir. Très bien. Baptiste, pour rebondir. Oui, alors je pense que enfin, c'est Et puis, difficile de se projeter Baptiste parce que si tu permets, oui, peut-être, vas-y, Arnaud, je si tu t'écoute. permets juste un mot avant que tu n'achèves. Je t'en prie, je t'en Voilà. prie. Au niveau du Burkina, d'accord. Au niveau des autorités du Burkina, lorsque le coup d'État a été fait, les autorités ont estimé que elles étaient en mission pour trois choses principales. Premièrement, il y avait la sollicitation de forces étrangères ou la présence de forces étrangères sans que le peuple ne le veuille forcément, ou bien que le peuple ne soit consulté. Deuxièmement, ces gens-là estimaient que le pouvoir d'alors était coupé du peuple et n'entendait plus la voix du peuple. Et puis troisièmement, il y avait la question sécuritaire. Pour ce qui est d'écouter le peuple, je suis pas très sûr que le peuple soit plus écouté aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Parce que dans la plupart de ces pays, les activités des partis politiques ont été interdites. Donc, on n'a aucun parti politique qui ne peut se réunir, qui peut se réunir ou mobiliser ses militants ou tenir des activités. Il n'y a aucune activité des partis politiques. Mais dans le même temps, on a des mouvements de soutien aux différentes autorités en place qui vont piluler. Donc, en termes d'écoute du peuple, je suis pas très sûr qu'on ait progressé avec l'arrivée de ces militaires au pouvoir. Surtout que vous connaissez le phénomène qui se passe au Mali, mais surtout au Burkina, c'est que dès que vous critiquez trop, vous disparaissez, finalement on vous retrouve au front ou on ne vous retrouve pas. Donc il y a une forme d'allergie à toute forme de contestation, de critique ou de propositions qui sont contraires. Deuxièmement, par rapport à la présence de forces étrangères, de plus en plus, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina, les Russes, des soldats ou des mercenaires russes sont annoncés dans ces différents pays-là, sans que le peuple toujours ne soit consulté, alors que on estimait que ben, le peuple n'était pas suffisamment consulté. Donc là encore, je ne suis pas très sûr qu'on ait fait des progrès en termes de participation populaire dans la décision publique. Et puis troisièmement, au niveau sécuritaire, pour une variété de raisons, hein, on se rend compte que la situation de sécurité ne s'est pas significativement améliorée, même s'il y a eu quelques avancées de certaines armées. Je pense que l'armée la plus efficace de ces trois États semble être celle du Niger, qui dans le temps alliait à la fois la discussion et le bâton, et la stratégie semblait plutôt bien marcher, mais globalement, il n'y a pas eu une avancée spectaculaire en termes au niveau militaire. Donc finalement, les trois arguments qui étaient avancés par les jeunes, notamment au Burkina Faso, ben on en est très loin d'avoir pu faire mieux que les autorités civiles qui étaient là auparavant. Donc pour ma part, les différentes décisions, je suis pas très sûr qu'elles survivront au départ des militaires parce que ben soit les gens se taisent ou les rares personnes qui décident de parler ben connaissent les sorts qu'on a évoqués tout à l'heure. Et du coup, pour rentrer dans la suite de ce que tu viens de dire, ce qui apparaît aussi, enfin, ce qui apparaît évident, c'est que du coup, ces mêmes militaires, moi je suis d'accord complètement, hein, ils sont pas représentatifs en tant que tels de leur population. Ils mobilisent, et c'est ça toute l'arnaque des populistes, c'est qu'ils disent d'entrée de jeu, bon, je suis le représentant du peuple, je suis représentatif, et ils ne posent plus la question, c'est qu'ils partent du principe qu'ils le sont et qu'ils n'ont plus besoin de retourner vers le peuple pour vérifier s'ils sont soutenus.
intrinsèquement, je pense qu'ils savent qu'ils ne le sont pas tant que ça. Sinon, effectivement, ils n'auraient pas cette allergie aux voix discordantes, aux voix d'opposition. Et du coup, c'est aussi ça qui est inquiétant, c'est que du coup, ils n'ont pas forcément envie de rendre le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas envie forcément d'assumer les conséquences, d'être mis devant la responsabilité, de devoir répondre de leurs actes si un jour les pays redeviennent des démocraties avec des justices qui fonctionnent. Donc voilà, donc la difficulté, elle tient un peu dans ce jeu de dupes qui a eu lieu. Tu le rappelais, ils ont utilisé des arguments qui soient sécuritaires ou de présence de forces étrangères pour que finalement la question sécuritaire ne s'améliore pas, ou que la question des forces étrangères est encore présente, voire elle est même de manière plus insidieuse, parce qu'on la constate mais on ignore. Il n'y a pas de débat national, d'explication démocratique de quel cadre d'action sont convenus avec ces nouvelles forces étrangères. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut prévoir, parce que c'était ça ta question, Emmanuel, à quoi on peut s'attendre pour la suite? C'est assez compliqué en fait de prévoir, parce qu'on est sur des acteurs aussi, ces juntes militaires, qui en fait ne réfléchissent pas forcément dans l'intérêt de leur population, qui ne réfléchissent pas dans l'intérêt de leur pays, mais qui réfléchissent dans l'intérêt de leur pouvoir. Et ils ont des réactions, comme c'était rappelé, par exemple le Niger qui refuse de réouvrir sa frontière avec le Bénin, comme un acte de défiance. Bon, on a des gens qui réagissent de manière, excusez le mot, mais un peu puérile, c'est-à-dire un peu comme des enfants qui sont vexés, qui disent non, nous on fait pas ça. Donc ils ont une réaction qui est très personnelle. Donc ça va beaucoup dépendre, finalement, je pense, du contexte personnel, des convictions personnelles des juntes qui sont au pouvoir, donc de leurs relations déjà au sein de la junte, puisqu'on parfois on perçoit qu'il y a des tensions au sein de la junte, il peut y avoir plusieurs options, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément tous alignés sur la même décision, peut-être que certains sont effectivement vraiment pro-russes, peut-être que certains sont vraiment indépendantistes et ne veulent plus rien de puissances étrangères. Donc déjà, il faut qu'ils aient des reconstitutions de leur consensus interne, parce que cette ouverture, cette fin des sanctions de la CEDEAO, elle rebat les cartes. Objectivement, elle rebat les cartes. Donc déjà, au sein des juntes, qu'est-ce qu'ils vont discuter entre eux par rapport à ces positions-là? Les acteurs, les nouvelles puissances étrangères qui n'ont pas envie qu'ils retournent vers la CEDEAO, vont faire monter des pressions pour qu'ils ne le fassent pas, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'acteurs à l'intérieur des pays, notamment, je pense, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, qui, eux, en ont très envie. Donc, ils vont devoir goûter, finalement, à cet équilibre de la politique, de satisfaire des intérêts contradictoires. Donc, c'est très difficile, à mon avis, de se projeter, parce qu'on a quand même des gens qui sont capables de prendre des décisions parfois qui n'ont pas l'air tout à fait rationnelles et qui sont pas parfois, orientés vers le progrès. Mais ça, quelque part, c'est presque cohérent d'un point de vue idéologique. Vladimir Poutine, ce sont ces conservateurs qui ont dans leur tête, ils croient en l'échec de la modernité. Ils sont convaincus de l'échec de la modernité et donc ils engagent le monde sur un terrain conservateur où finalement la démocratie ça sert pas à grand chose, où finalement la liberté des individus ça ne sert pas à grand chose, etc. Et ça, il y a peut-être un écho idéologique dans les juntes. Mais est-ce qu'il est vraiment partagé par toute la junte? Déjà, ce n'est pas sûr. Et est-ce qu'il est partagé par toute la population? Et en tout cas, les acteurs influents de la population, c'est-à-dire les acteurs économiques et les organisations de la société civile, c'est encore moins sûr. Donc du coup, ils vont se retrouver à arbitrer des débats internes, mais même des débats internes, c'est-à-dire au sein même des juntes. Donc je pense que c'est ça qu'on va être en mesure d'observer prochainement, et c'est ça qui rend aussi très difficile de deviner quelle va être leur position. On pourrait dire que d'un point de vue strictement rationnel, ils ont tout intérêt à revenir à la table de discussion de la CEDEAO, de se réintégrer, de reprendre le cheminement d'une intégration régionale, puisque finalement ce sont des panafricains dans le discours. Donc finalement, c'est des panafricains qui veulent pas faire l'unité continentale, c'est un peu antinomique. Donc là, on a un outil d'unité continentale, est-ce qu'il faut reprendre le chemin vers celle-ci? S'ils sont cohérents et s'ils sont rationnels, c'est a priori ce qu'ils devraient faire, mais le sont-ils? Très bien. Mais merci pour ces différents points de vue sur ce sujet qui a été balayé de manière assez complète, même si on n'a pas pu rentrer dans tous les détails et étant donné la complexité du sujet. Et merci pour vos points de vue sur ce premier sujet, sur les perspectives pour la CEDEAO et les États de l'AES après la levée des sanctions contre le Mali, la Guinée et le Niger. Et on suivra cette actualité sur laquelle on pourra revenir dessus, fonction de la manière dont elle s'orientera. Voilà. À présent, on passe au sujet 2. Donc, on fera un point de la situation politique en Guinée avec la nomination de Amadou Ouriba
comme Premier ministre. Le mardi 27 février dernier, le président de la transition guinéenne a nommé Monsieur Amadou Riba au poste de Premier ministre. Ce dernier succède à Bernard Goumou, limogé avec tout son gouvernement une semaine auparavant, le tout dans un contexte de grogne sociale. Âgé de 65 ans, cet économiste formé à Dakar et en France a occupé une fonction ministérielle déjà en 2008 sous le régime de Lansana Conté. Qu'est-ce qui explique pour vous le changement de cap à ce niveau de l'État guinéen et surtout en ce moment, Arnaud? Je crois que premièrement, il y a la situation qui prévaut. Hein. La situation économique en Guinée est assez difficile. On fait face à une grève des syndicats, et je pense que enfin, déjà même il y a eu une libération d'un certain nombre de syndicalistes, et puis consécutivement à ça, on a eu la nomination du nouveau premier ministre, qui, soit dit en passant, est cet opposant, même si ces derniers mois, il s'est montré plutôt proche du pouvoir, plutôt conciliant avec le pouvoir. Et finalement, on a atterri sur une nomination au poste de premier ministre. C'est un opposant chevronné, un homme politique chevronné, et il est peut-être même l'homme politique le plus expérimenté, ancien banquier qui est passé par Dakar et par la France, mais qui a surtout été connu pour son positionnement d'opposant, pour le parti finalement duquel il a quitté pour fonder un autre parti. Il est passé par le ministère de la Réconciliation. Donc c'est plutôt un gros calibre de la politique guinéenne, un grand opposant, quelqu'un qui connaît très bien le fonctionnement de l'État. Mais comme souvent, hein, dans nos différents États, les gens sont dans l'opposition à un certain moment donné. Ils vont commencer à se ramollir, à être beaucoup plus conciliants. Je pense qu'il y a également une volonté de l'actuel Premier ministre d'accompagner la junte au pouvoir, afin que des élections soient rapidement organisées, parce que théoriquement, la junte devrait organiser des élections qui verraient l'avènement ou le retour au pouvoir d'un civil avant la fin d'année 2024. On est déjà dans le premier trimestre, quasiment à la fin du premier trimestre en tout cas, nous, on a bien entamé le premier trimestre de 2024. Donc, il reste peu de temps pour pouvoir organiser des élections et créer un climat apaisé qui favoriserait une Guinée apaisée après l'élection. Donc, je pense qu'il a joué de réalisme, mais il y a toujours lieu d'interroger les différents positionnements ou repositionnements des hommes politiques vis-à-vis des juntes lorsqu'elles arrivent au pouvoir. Tantôt, ils sont très opposés. On a vu le cas avec Succès Masra au Tchad, qui était un opposant franchement très farouche au pouvoir, et qui finalement s'est ramolli avant de devenir premier ministre, et qui s'est même peut-être directeur de campagne du président actuel. Donc, il y a ce questionnement éternel, puisque lorsque vous écoutez les prises de parole des différents partis d'opposition en Guinée, ils sont clairement partagés. Certains partis tels que les libéraux estiment que c'est pas une décision intéressante, tandis que d'autres partis estiment que c'est salutaire, que c'est un homme chevronné à la tête des ministères, donc du premier ministère de Guinée. Très bien, merci Arnaud. Baptiste, pour rebondir sur la question. Mais en fait, je rejoins le constat. Et en fait, Arnaud parlait de Succès Masra, et j'allais faire aussi ce parallèle-là. C'est qu'en fait, finalement, on a des régimes qui... alors, peut-être qu'elles cherchent à manifester une normalisation, notamment en cherchant des opposants qui avaient construit une crédibilité à travers le service qu'ils ont eu de l'État, leur carrière politique, et qui ont, au cours de leur vie militante et politique, pris des positions fortes parfois, ou en tout cas courageuses. Voilà. Et là, en recherchant finalement Uriba, un opposant historique, eh ben, il a cherché à la fois quelqu'un qui a une image de crédibilité, et quelqu'un en plus qui a une image pas forcément d'être tout à fait aligné avec lui.
C'est vrai que et on peut se faire comme tu l'as fait Arnaud, ce succès avec ce parallèle avec le Tchad. Donc de mobiliser des forces, parce que quand tu nommes un premier ministre, ce n'est pas juste une personne que tu places à un poste, c'est que derrière lui, tu mobilises des réseaux, des dispositifs, des réseaux internationaux, des réseaux dans l'État, des opinions publiques, des masses de gens qui vont être plus ou moins favorables et d'un coup être moins défavorables à l'orientation du gouvernement. Il a été nommé parce que manifestement le précédent gouvernement n'arrivait pas à faire face à la tension et même à la grève générale finalement. Enfin, c'était quand même la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a eu une grève générale qui a bloqué la Guinée pendant 3 jours, hein, si je dis pas de bêtises, et donc le président de la transition qui nomme Amadou Riba. Et quelque part, ce qui est presque entre guillemets amusant, c'est que finalement le président guinéen, le président de la transition, se comporte en fait comme un président de la République normale en choisissant des premiers ministres qui vont devoir faire face à des problématiques domestiques et qui ont une vraie mission de réorganisation de l'État, de vraie mission de mener une politique économique de l'État. Et je pense que quand on garde à l'esprit cette perspective d'élection à terme en Guinée, on se pose la question si on a une stratégie de la part de la junte, enfin des militaires au pouvoir, de rentrer dans une normalisation pour pouvoir en fait faire la passe. Parce que la question c'est toujours est-ce que ces gens veulent rester au pouvoir ou pas. En général, l'histoire nous apprend que quand quelqu'un goûte au pouvoir, il a un peu du mal à le quitter par la suite. Maintenant, la question, c'est dans quelles conditions il le garde. Est-ce qu'il le garde par la force? On parlait avant des États du Sahel où on sent qu'il y a une vraie insécurité de leur part, une vraie inquiétude de leur part à perdre le pouvoir. Donc, ils maintiennent un pouvoir fort militaire et ils écrasent les contradictions, ils écrasent les oppositions. C'est pas le cas tout à fait en Guinée. On nomme quelqu'un qui était structurellement une parole plus ou moins libre dans le pays. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, que je pense qu'il y a une sorte de normalisation. En tout cas, il y a cette volonté d'afficher, à mon avis, une normalisation du pouvoir en Guinée. Et donc, à la fois, je pense que ça donne des gages sur l'international pour dire, vous voyez bien, on continue de dialoguer avec tout le monde, même des gens qui ne sont pas forcément favorables à la base. Ben voilà qu'ils sont premiers ministres et on leur fait confiance pour qu'ils règlent les problèmes. Maintenant, on sait aussi que parfois nommer un premier ministre, c'est un baiser de la mort et c'est de s'assurer que cette personne ne puisse pas être un candidat dérangeant pour la fois suivante, puisque l'exercice du pouvoir a aussi ça de compliqué, surtout pour les premiers ministres dans les républiques avec des présidents forts, et bien d'être ceux qui prennent sur eux l'impopularité des décisions du pouvoir. Donc voilà. Donc, mais même en disant cela, eh bien, c'est une réflexion qui participerait presque à, une nouvelle fois, de la normalisation, à la normalisation du pouvoir en Guinée. Voilà. Très bien. Merci Baptiste. Le 21 février 2023, lors du lancement de la rédaction de la nouvelle constitution, le colonel Mamadi Doumbouya réaffirmait qu'il quitterait le pouvoir à l'issue de la transition fin 2024, donc cette année, assurant qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de transition. À 10 mois de cette échéance, voyez-vous des signes encourageants dans cette direction, Baptiste? Eh bien, en fait, c'est un peu comme je le disais, c'est qu'on dirait qu'il donne des gages d'un pouvoir, d'un gouvernement plutôt libre, en nommant des gens qui ne sont pas forcément des hommes liges. Ça peut être pris comme un signe positif. Le reste du calendrier, pour l'instant, on attend de voir. Parce que même si cette déclaration forte de Doumbouya, il ne restera pas un jour de plus, en politique, au moment où on fait une promesse, on peut croire très sincèrement à la promesse qu'on est en train de faire. Mais le jour J, on peut aussi très sincèrement être convaincu que c'est pas une bonne décision et se dire que j'ai promis, effectivement, j'en suis convaincu, je pense que c'est la meilleure chose à faire, mais le jour J, pour des questions sécuritaires, économiques, etc. Voilà. Maintenant, il ne donne pas parmi toutes les juntes, parmi tous les militaires au pouvoir, il donne comme le plus de signaux de normalisation. Après, normalisation, ça veut tout et rien dire. Je suis d'accord avec ceux qui pourraient critiquer le terme de normalisation, mais j'utilise ce mot pour aller plus vite entre nous. Mais voilà, en tout cas, il donne ces signaux de normalisation. Il veut traiter les questions économiques et sociales et maintenir ce calendrier. Pour le moment, il n'en est pas revenu. Je pense qu'il va être très observateur
de ce qui se passe chez les pays voisins, de ce qui se passe dans la CEDEAO et au-delà, jusqu'au Tchad, jusqu'au Sénégal, et peut-être que ça l'inspirera dans le bon ou dans le mauvais sens pour la suite. Très bien. Arnaud, pour rebondir. Oui, on verra, on verra. On aura les premières réponses dans quelques mois parce que l'élection est un processus qui va de l'enrôlement à la mise en place de la commission indépendante, au toilettage des listes électorales, à la participation des partis politiques, etc. Donc, il y a une variété d'éléments qui précèdent l'élection et qui font partie justement du processus électoral. Les premiers éléments du processus doivent se mettre en place à la fin de ce premier trimestre. Donc, très vite, on aura les réponses. Si on arrive à avoir une liste électorale fiable, si on arrive à réviser normalement le fichier électoral, si on arrive à avoir une commission électorale qui est exempte de toute forme de vice et qui ne va pas entraîner une autre crise en Guinée, oui, à ce moment-là, on pourrait bien croire que la Guinée est en train de s'acheminer vers la fin de cette transition. Maintenant, comme le disait Baptiste, on a très souvent entendu que je suis juste là pour balayer et puis finalement, bon, on se rend compte que la case n'est pas si bien balayée que ça et qu'il faudrait peut-être un peu plus de temps. Donc, on peut croire hein, à Mamadou Doumbia lorsqu'il nous dit qu'il a véritablement la volonté de quitter le pouvoir à la fin de cette année, mais on reste tout de même mesuré parce que l'histoire, surtout en Afrique, nous a montré que les promesses sont très souvent limitées dans le temps et que on a toute forme de proverbe et de dicton pour justifier des revirements de position. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, quand vous allez sur ce genre de paradigme, il est clair qu'on apprécie les réalités du moment. Vous pouvez très rapidement virer et vous dédire sans que cela ne trouble un certain nombre de personnes, hein, parce que c'est devenu presque routinier de dire une chose et son contraire à la fois. Donc, pour moi, on aura les réponses très rapidement. Pour moi, les éléments qui devraient donner les réponses les plus probantes sont véritablement la mise en place de tous les éléments qui rentrent en ligne de compte dans le processus électoral, liste électorale, enrôlement, système électoral fiable, actualisation de la liste, etc. Pour moi, ces différents éléments-là sont véritablement des indicateurs qui nous montreront que nous sommes sur la bonne voie ou pas. Très bien. Alors, jusqu'à présent, et au contraire, hein, d'autres pays se trouvant dans la même situation et qu'on a cité tout à l'heure lors du premier sujet, le président guinéen de transition a plutôt eu les coudées franches. Est-ce qu'en l'état actuel des rapports de force au niveau sous-régional, est-ce que vous pensez que les choses pourraient changer dans l'hypothèse d'une non-tenue des élections dans les délais prévus? Ou est-ce que vous pensez qu'on assistera encore au spectacle d'une CEDEAO beaucoup plus conciliante? Et puis, jusqu'à quel niveau? Parce que c'est quoi l'équilibre entre le fait de laisser les transitions mener leur pays jusqu'aux élections et le fait justement qu'elles ne s'arc-boutent pas au pouvoir? Euh, Baptiste, pour répondre à cette question première.
Très bien, merci Baptiste. Arnaud, que penses-tu de la manière dont la CEDEAO ou les autres organisations sous-régionales pourraient réagir, hein, dans le cadre des rapports de force actuels, dans l'hypothèse d'une non-tenue des élections dans les délais prévus en Guinée? Déjà, je pense que la Guinée n'a pas intérêt, hein, à faire perdurer une transition ou à violer un calendrier qu'elle aurait consenti à s'imposer. Déjà, premièrement, pour la CEDEAO, pour l'espace, pour montrer déjà à tous les autres États que la CEDEAO peut accompagner un État dans l'organisation d'une élection sans que l'on ait besoin toujours de froisser les sourcils ou d'envenimer les relations entre les différents États voisins, parce que on le dit, mais peut-être pas suffisamment, les États sont forcément interdépendants, sont interdépendants. Le Mali, le Burkina, le Niger ont besoin des États côtiers. Et les États côtiers également ont également besoin de ces États-là, puisque il faut au niveau sécurité avoir un regard sur tout ce qui se passe au-dessus de nous. Et puis, ça aide également à faire passer des marchandises dans les ports, etc. Donc forcément, et puis en termes de population, on a 5 millions à peu près de Burkinabés en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de migration sous-régionale. Donc les États ont intérêt vraiment pour leur population, pour leur économie, pour leur sécurité également, à coopérer, à mutualiser leurs forces. Donc pour moi, je pense qu'on doit souhaiter, hein, que le calendrier électoral en Guinée se passe bien, que M. Doumbia rende le pouvoir à un civil et que l'on puisse faire la preuve que une transition est une transition, c'est-à-dire une petite phase qui sépare deux grandes étapes, et que la transition n'a pas vocation à régler l'ensemble des problèmes d'un pays, mais doit s'attaquer à une question précise et surtout peut-être limitée dans le temps, sinon on n'a plus une transition. Si vous avez une transition qui dure 5, 10, 15 ans, c'est plus qu'un mandat ou deux mandats présidentiels. Donc la transition, pour moi, doit être assez courte et surtout ne doit pas s'encombrer d'une multitude d'objectifs que très clairement elle ne pourra pas assumer. Et moi, jusqu'à présent, je ne pense pas à un scénario catastrophe pour la Guinée. En tout cas, j'ai grand espoir que la transition se passe correctement et que l'on aboutisse à des élections. Si malheureusement l'on a le spectre des paroles non respectées et d'une élection non tenue, je crains fort que l'on lance ou engage la Guinée dans une spirale à la fois de violence, de contestation, parce que contrairement aux autres pays, contrairement au Burkina ou au Mali, où les partis politiques sont complètement étouffés, en Guinée, en revanche, les partis politiques arrivent quand même à s'exprimer, à critiquer, à proposer, etc. Et donc, il va forcément, sans dire que les partis politiques vont rentrer en ligne de compte. Donc, pour moi, ce serait un scénario presque catastrophe que de repousser indéfiniment une élection qui, très raisonnablement, peut être tenue bientôt. Parfait, merci pour cette intervention. Et c'était la dernière question de notre podcast d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot de fin sur l'un ou l'autre des sujets que nous avons abordés aujourd'hui, un point sur lequel vous souhaiteriez revenir?
Très bien, merci Baptiste. Et Arnaud, est-ce que tu Oui, souhaites... oui, moi, je garde espoir d'une Afrique beaucoup plus unie parce que je pense très clairement que les enjeux aujourd'hui et la conduite du monde actuel imposent aux États africains beaucoup plus d'unité. J'espère en tout cas que nos différents dirigeants iront dans ce sens et je rêve également d'une Afrique où les voix des populations sont beaucoup plus entendues parce que sur tous les grands sujets de l'État, jamais l'on n'a de débat je parle même pas encore de référendum. Je parle juste de débat, d'analyse, de contribution, de contre-propositions, etc. Jamais ou très rarement, en tout cas, la voix du peuple est entendue sur les questions de la conduite de la CEDEAO, sur le maintien de la sécurité, sur les enjeux sécuritaires et le terrorisme, sur la mutation en allant du CFA au, euh, la mutation monétaire qu'envisage la CEDEAO, jamais dans toutes ces différentes étapes et ces grands carrefours ou grands virages que prennent nos différents États, le peuple est associé. Mon rêve, en tout cas, c'est véritablement que l'Afrique, un, soit plus unie et deux, que les voix des populations, même si elles sont discordantes, qu'elles soient plus entendues. Très bien, merci Arnaud, merci Baptiste. C'est la fin de notre émission. Comme je le disais tout à l'heure, merci à nos deux intervenants, Arnaud et Baptiste, pour leurs différentes interventions et à vous, nos auditeurs, de nous avoir suivis. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de ce podcast. À très bientôt.